Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier Facebook Live d'Inclusive. Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue dans ce premier Facebook Live d'Inclusive. L'objectif de ce rendez-vous, c'est de répondre à vos questions, de faire connaissance, de vous expliquer aussi en quoi consiste le travail de coach pour les enfants et pour les adultes à haut potentiel intellectuel. D'abord, je vais me présenter, donc je m'appelle Franck Robert. Je suis coach pour enfants et adultes HPI depuis plusieurs années maintenant avec Inclusive. Je suis HPI moi-même. Et ce sujet m'intéresse depuis un certain temps, puisque lorsque j'avais 20 ans, j'ai travaillé aux États-Unis. Et c'est là que j'ai découvert en fait le profil des enfants que là-bas on appelle gifted. Donc gifted, c'est le mot qu'ils utilisent eux pour nous dire surdoué ou doué. On pourra avoir la discussion sur le nombre de mots qu'on a en français. Et donc, dans cette école pour enfants bilingues, il y avait des cours qui étaient particuliers, qui étaient préparés pour les enfants qui étaient doués. Et donc, ils sortaient de la classe et j'aurai l'occasion peut-être de vous raconter cette observation. Et donc, du coup, depuis ma jeunesse, je suis très intéressé par ce sujet et j'ai fait une carrière dans l'éducation nationale, donc comme conseiller principal d'éducation pendant de nombreuses années. Puis après, je suis devenu personnel de direction et j'ai travaillé dans plusieurs collèges de l'Académie de Toulouse. Donc j'ai pu essayer d'aider les enfants à haut potentiel intellectuel, en plus d'aider tous les autres enfants à réussir, évidemment. Mais devant la difficulté de mobiliser, d'avoir des moyens et de pouvoir accompagner correctement les familles, j'ai donc décidé de changer de carrière. Et depuis quelques années maintenant, je suis coach pour les familles, pour les parents, pour les enfants HPI. Voilà pour mon parcours. Vous pouvez bien sûr interagir avec moi. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Bienvenue aux spectateurs qui sont avec nous et vous pouvez nous rejoindre à tout moment. C'est dans les commentaires que vous allez pouvoir poser des questions. Je vais avoir l'occasion également de vous proposer quelques sondages qui ont été préparés pour cette session. La première chose que je souhaitais vous dire, en fait, c'est peut-être vous posez la question qui m'est posée très souvent, c'est à partir de quel âge on peut détecter le haut potentiel intellectuel. Alors c'est une vraie question intéressante parce que pour des parents qui maintenant, bon, le haut potentiel intellectuel, c'est un sujet qu'on dit à la mode, puisque beaucoup de médias s'en sont emparés. Il y a eu une série sur TF1 et que un certain nombre d'articles apparaissent régulièrement dans les médias, dans les magazines et à la télévision. Il y a eu deux reportages le mois dernier, un sur M6 et un sur France 2. De plus en plus de parents posent la question à partir de quel âge on peut détecter le haut potentiel. Alors, la détection du haut potentiel en France se fait à travers des tests de QI euh, sur l'échelle de Wechsler. Alors, le test de QI pour les enfants s'appelle le WISC, W-I-S-C, et pour les adultes, c'est le WISE, W-A-I-S. Donc, c'est un test de QI qui est fait exclusivement par des psychologues qui ont été formés à ça. Et moi, je conseille toujours de faire un test chez des personnes qui ont été formées également au potentiel intellectuel parce que si on doit détecter le HPI, il vaut mieux le connaître correctement pour pouvoir en parler après. Donc, le test de QI pour le WISC, pour les enfants, se fait à partir de 7 ans. Mais le haut potentiel intellectuel, c'est une condition de réflexion, donc c'est une condition intellectuelle qui existe depuis la naissance. Et donc, on peut voir des signaux de haut potentiel intellectuel dès la naissance de l'enfant. Alors, c'est toujours délicat, évidemment, de parler de détection de HPI chez les bébés, euh, parce que tout de suite, on fait une sélection, tout de suite, on a peur de mettre des étiquettes, ou parfois les parents me disent, bon, je ne veux pas le mettre dans une case. Oui, je comprends, mais en fait, la vie est une question de caractéristiques hein, au niveau humain. Donc, les enfants ont des signaux de haut potentiel intellectuel très tôt, très très tôt. On peut en citer au moins deux qui vont peut-être vous surprendre, mais qu'on a pu vérifier et que les scientifiques ont, ont évoqué. C'est les bébés à la naissance peuvent tenir leur tête. Ça, c'est très surprenant parce qu'on nous apprend évidemment à tenir la tête des bébés. Et la deuxième caractéristique, en fait, c'est un peu après la naissance, c'est le fait de passer à la marche sans passer par le quatre pattes.
Alors, comme on donne des caractéristiques à chaque fois, et je le redirai plusieurs fois dans ce live, attention, évidemment, la diversité humaine fait qu'on peut donner des caractéristiques, mais à la fois, ça peut ne pas concerner tous les enfants, puisque chaque enfant est unique, chaque adulte est unique, et puis les caractéristiques aussi peuvent concerner des personnes qui ne sont pas à haut potentiel intellectuel, évidemment. On parlera des caractéristiques, je pense, durant cette heure. Je vous donnerai quelques informations, mais les caractéristiques sont des caractéristiques que tout le monde peut avoir, évidemment. Voilà, donc pour la détection des enfants, effectivement, on peut voir des signaux, notamment des signaux en maternelle. J'ai des parents qui me contactent régulièrement, donc par LinkedIn, hein, des messages ou parfois Facebook, à travers la page Facebook inclusive sur laquelle vous êtes actuellement, demandent si à la maternelle on peut détecter. D'ailleurs, très, très récemment, là, j'ai un papa qui m'a posé la question en me disant la psychologue scolaire vient de détecter une possibilité de HPI chez notre fille de 4 ans qui est à la maternelle, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est toujours délicat, je suis très surpris en fait que des psychologues scolaires se mettent à détecter des HPI et le disent ouvertement aux parents, sachant que bah, il n'y a pas de détection officielle en France avant 7 ans hein, pour le test de QI. Euh, et ça provoque un certain nombre de questionnements donc, de ce papa. Donc parler de signaux de HPI très tôt, c'est intéressant effectivement, parce que moi je suis toujours en faveur d'une meilleure compréhension du fonctionnement de l'enfant par les parents hein, très tôt, puis évidemment au fur et à mesure, je vous parlerai de mon travail de coach, mais il est très intéressant, il est très important, je trouve, que les enfants se connaissent, et notamment quand ils ont un fonctionnement cognitif, un fonctionnement intellectuel qui les, qui les met un peu à part, ils se sentent en décalage. Donc c'est important que l'enfant l'entende, mais c'est important aussi que les parents puissent entendre ce fonctionnement. Donc, en maternelle, ou effectivement, en classe, parfois, il y a des signaux qui montrent un décalage avec les autres enfants. Alors, si vous ne me posez pas la question, je vais y répondre moi-même. Euh, le premier signal, c'est une grande curiosité intellectuelle. Alors, tous les enfants sont des véritables éponges, hein, à savoir. Et l'enfant HPI, l'enfant qui présente des signaux HPI, il va s'intéresser à beaucoup, beaucoup de choses, il va s'investir, il va avoir tout de suite des passions. Également, il va aimer poser beaucoup de questions ou questionner beaucoup, beaucoup le maître ou la maîtresse. Donc ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, on y va sur des œufs, hein, toujours, c'est de s'intéresser très rapidement à la graphie des lettres, non pas pour écrire, mais pour lire. Donc souvent, les enfants HPI, en moyenne section, vont commencer à avoir une envie de décoder les mots parce que leur appétence, leur volonté, leur appétit de connaissance, évidemment, ils s'aperçoivent que c'est dans les livres et c'est dans les mots qu'on trouve les informations, donc ils vont vouloir lire très tôt. Et puis l'autre caractéristique aussi, c'est le calcul. Donc non, on ne fait pas des additions et des soustractions et des divisions et des multiplications en moyenne section très facilement. Tous les enfants HPI ne sont pas des génies en calcul. Il faut qu'on se retire en fait ce mythe de la tête. C'est une représentation, c'est un cliché. Même si les enfants HPI vont avoir un esprit tellement logique dans son mode de fonctionnement que le calcul, le, le, le dénombrement, le fait de trier, tout ça, ça va intéresser beaucoup l'enfant HPI euh, à l'école et notamment en moyenne section quand on commence déjà à trier, quand on commence à faire des manipulations autour du dénombrement. Voilà, donc un signal qu'on voit souvent, c'est un enfant en moyenne section qui s'intéresse beaucoup, beaucoup au nombre. Donc voilà pour une petite introduction concernant les premiers signaux sur le HPI à l'école. Alors, je vous engage de nouveau à me poser des questions dans les commentaires parce que l'intérêt, c'est pas que je vous fasse un grand monologue de 45-50 minutes sur les sujets qui me passent par la tête, mais que vous posiez véritablement vos questions et les sujets qui vous intéressent parce que euh, en faisant du coaching, en fait, j'ai été amené à faire du coaching pour enfants et pour parents parce que le sujet du HPI, en fait, est un sujet qui n'est pas du tout traité, pas correctement traité, pour une simple et bonne raison, c'est que jusqu'à récemment, c'était un sujet que aucun professionnel
ne mettait en avant ou ne s'était saisie. Donc la première personne qui s'en est saisie en France véritablement, hein, dans les 15 dernières années, bah, c'est Jeanne Sofachin, avec son livre Trop intelligent pour être heureux, qui a mis sur le devant de la scène les zèbres, comme elle dit, ce petit mot qu'elle a trouvé pour parler des enfants HPI, bon, qui fait débat comme tous les autres mots en France. Mais donc ça fait une bonne dizaine d'années, 15 ans maintenant, que le HPI est revenu sur le devant de la scène avec tous les fantasmes. Alors, donc une fois qu'elle avait dit ça, on a commencé à se poser des questions sur les enfants HPI. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont des troubles? Est-ce qu'ils sont malheureux? Puis est venue la question du mal-être des personnes à haut potentiel intellectuel. Et en France, je trouve qu'on a développé particulièrement le discours sur le trouble, sur le mal-être, sur la résolution de la dépression, du burn-out. Bon. Mais on ne se pose pas correctement la question de savoir quoi faire juste pour que l'enfant aille bien ou aille mieux, tout simplement. Alors, le haut potentiel intellectuel, ce n'est pas un problème. Hein. Ce n'est pas le haut potentiel intellectuel qui pose problème chez les gens, c'est leur environnement, c'est l'interaction avec leur environnement qui pose des difficultés. Donc, des personnes qui sont HPI qui vont bien, il y en a des tonnes. D'accord. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et évidemment, ce n'est pas d'eux dont on entend parler. On entend parler des personnes qui ne vont pas bien, qui ont de la dépression, du mal-être, qui cherchent des réponses à leurs difficultés du quotidien, à leurs freins dans le développement, dans l'épanouissement. Donc, c'est des personnes qui vont voir des psys, qui vont voir des médecins, qui euh, parlent avec les journaux ou les journalistes qui leur posent des questions sur le mal-être, s'épanchent complètement, questionnent sur leur ultra-sensibilité aussi, avec le haut potentiel émotionnel qui est ce nouveau concept qui est sorti là depuis quelques années pour pouvoir attester, enfin témoigner du mal-être des personnes. Donc on ne voit les HPI véritablement que ceux qui sont en quête de questions ou qui vont à la rencontre des professionnels. D'ailleurs, la statistique sur le haut potentiel intellectuel, qui est 2,3% de la population au dernier recensement du test Wechsler, test de QI, et a évidemment ce biais statistique qu'on a détecté que les personnes ou qui n'allaient pas bien ou qui étaient volontaires. Voilà, donc c'est représentatif, entre guillemets, de la population du HPI. C'est 2,3%. Donc des hauts potentiels intellectuels qui vont bien, il y en a évidemment beaucoup, 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 et ils sont dans la population, on ne les voit pas, puisque le haut potentiel intellectuel, c'est ce qu'on appelle une différence invisible. Euh, Ça, on ne le porte pas sur le visage hein, d'être HPI. Donc, il y a beaucoup de hauts potentiels qui vont très bien. Et c'est important qu'on se le dise. Beaucoup de HPI vont très bien. Moi, je travaille dans l'accompagnement et dans le soin, entre guillemets, pour que tout le monde puisse s'épanouir. Mais moi, je vais très bien avec mon haut potentiel intellectuel. J'y ai travaillé au fur et à mesure depuis plusieurs années quand je l'ai découvert. Si vous posez la question de la détection et comment ça se passe et qu'est-ce que ça peut faire, évidemment, moi je vous raconterai, hein, j'échangerai avec vous sur ça. Euh, mais le haut potentiel intellectuel, en fait, est venu sur le devant de la scène que du côté du trouble. Et en France, moi je trouve, on est plusieurs à trouver que c'est pas toujours une bonne façon de parler du haut potentiel intellectuel parce que du coup, on ne voit que ces questions qui disent mais est-ce que vous allez bien, comment vous guérissez, quels sont vos symptômes. D'ailleurs, quand on dit symptômes, bah, on entend maladie, donc du coup, on entend qu'on diagnostique le haut potentiel intellectuel. Non, on ne diagnostique pas le haut potentiel intellectuel, on le détecte, on l'identifie, d'accord. C'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de guérison, c'est un état cognitif. Et du coup, où j'en étais. Vous voyez, je me perds toujours dans ma réflexion. Donc, le haut potentiel en France n'est venu que du côté du trouble. Et, euh, et moi, j'ai décidé donc d'accompagner les enfants parce que j'ai vu des milliers d'enfants dans ma carrière qui n'étaient pas forcément tous au potentiel, mais qui ont besoin d'être accompagnés, juste avec des méthodes qui sont ou du coaching ou du mentorat. À l'époque, moi, en tant que personnel de direction et CPE, je faisais du mentorat. Donc, je parlais avec les enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais beaucoup dans le dialogue et la communication avec les enfants et beaucoup avec les parents. Et donc, j'ai acquis donc, un savoir-faire, une expertise, beaucoup d'expérience dans l'échange. Et donc, à un moment, j'ai dit, bon, bah, il faut que je mette cette expérience en action différemment. Donc, comme j'aime beaucoup faire en sorte que les gens puissent s'épanouir ou découvrent des choses sur eux-mêmes, euh,
Donc je me suis engagé dans cette voie, dans cette profession de coaching pour enfants. Et je vois, donc ça fait maintenant quelques années, hein, ça va faire 4 ans, euh, que je me suis spécialisé. Je vois de plus en plus de coachs pour enfants HPI, de coachs scolaires, de coachs de développement. Donc j'en suis très content parce qu'effectivement, c'est un vrai métier. Il y a beaucoup de demandes. Donc dans cette... alors, il y a beaucoup de demandes. Je reviens sur ça. En fait, il y a beaucoup de besoins, mais pas beaucoup de demandes, en fait. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup d'enfants qui se posent des questions, hein. On ne sait pas véritablement combien il y a d'enfants HPI. Tout le monde dit que c'est un peu l'épidémie de HPI actuellement, mais bon, plus on en découvre et moins on en gâche. Donc il y a beaucoup, beaucoup de parents et beaucoup d'enfants qui ont besoin qu'on puisse les accompagner. Donc il y a beaucoup de besoins, mais il n'y a pas beaucoup de demandes parce que, évidemment, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, avec la collègue qui travaille avec moi sur les adultes HPI, on aime bien dire ben, on est les personnes qu'on appelle quand on ne sait pas qui appeler. Et ça, véritablement, on y tient. C'est que quand vous vous posez des questions euh, et que vous ne savez pas vers qui vous tournez, ben, vous pouvez vous tourner vers nous, puisque nous, on est des spécialistes du HPI et on s'adaptera toujours à vos besoins. Et donc, ce Facebook Live d'aujourd'hui, et j'en reviens à ça, c'est l'objectif pour vous de poser des questions et de découvrir ce métier de coach pour enfants HPI qui surprend, hein. Je sais que la plupart des familles que j'accompagne me disent, on a découvert en fait qu'il y avait quelqu'un comme vous qui pouvait répondre à nos questions, nous apporter l'information nécessaire et débloquer les petits points de frein, les petits grains de sable qui sont dans les rouages du quotidien pour notre enfant. On se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions hein, sur l'enfant HPI. Et donc les parents découvrent qu'il y a des professionnels pour le faire. Euh, je voulais dire un point en fait sur les difficultés des enfants HPI, parce qu'on on pense que les enfants HPI sont des enfants qui s'isolent, qui sont tristes, qui sont malheureux, etc. Non, il y a des enfants HPI qui sont très heureux, parce qu'ils sont dans un environnement qui les sollicite et leur permet d'être épanouis, mais euh, on- quand moi j'ai eu des enfants, on m'a dit, bon, ben, il n'y a pas de manuel du parent, hein, il y a des informations, enfin, il y a toujours des livres hein, pour aider à la parentalité. Maintenant, c'est un monde assez incroyable. On explique même aux parents comment être parent. Euh, je ne dis pas que c'est mal, mais honnêtement, il suffit d'être juste soi-même et de tâtonner, hein. Il n'y a pas de parent parfait. Mais il n'y a pas de manuel du parent, et alors il n'y a surtout pas la petite annexe supplémentaire du parent d'enfant HPI, ça. Euh, donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est apporter des informations parce que être parent, c'est une chose, et être parent d'un enfant à haut potentiel intellectuel, c'est encore un autre rôle supplémentaire par rapport à être parent. Et ça, je peux comprendre qu'il y a des papas et des mamans qui ont besoin peut-être d'en discuter juste non pas pour être un meilleur parent, mais au moins pour avoir peut-être des réponses. Parce que quand on est parent d'un enfant HPI, ben, statistiquement, c'est 2,3% de la population, donc c'est difficile peut-être de trouver le parent, un autre parent d'enfant HPI, parce qu'encore une fois, ça ne se voit pas sur le visage et on n'a pas tendance à en parler à l'apéro comme ça, ou en parler dans les réunions parents-prof. Donc c'est difficile de pouvoir échanger sur sa réalité de parent. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelqu'un, bah, un professionnel pour le coup, qui est spécialisé et puis qui a beaucoup d'expérience dans l'éducation pour pouvoir poser vos questions. Et je sais que les parents avec qui je travaille aiment beaucoup en fait la possibilité dans les séances de coaching en fait de poser toutes les questions qui leur viennent à l'esprit parce que de toute façon moi je ne vais pas les juger, je ne vais pas leur dire qu'ils sont ridicules ou que c'est une question absolument absurde. Jamais on ne juge hein, euh, dans les séances de coaching, moi c'est un point très important. Et surtout, ils peuvent poser toutes les questions qui leur passent par la tête, les questions où ils ont été peut-être mal à l'aise ou qui ne savent pas à qui poser, ils ne savent pas à qui poser ces questions-là, ou même parfois des parents qui disent j'ai un peu honte de me poser la question, mais j'aimerais bien quand même avoir une réponse. Donc ça, en coaching, les parents, ils viennent véritablement poser toutes les questions. Donc l'idée de ce Facebook Live, encore une fois, donc si vous nous rejoignez à ce moment-là, c'est de pouvoir poser toutes les questions dans les commentaires, et puis évidemment d'échanger, hein. On a tous beaucoup d'anecdotes sur nos enfants. Moi, j'ai des anecdotes sur mes propres enfants qui sont HPI et des anecdotes aussi en tant que coach sur les questions et surtout les situations que les parents se posent. Voilà.
Donc si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce Facebook Live. Donc je suis Franck Robert, je suis coach pour enfants HPI et adultes et j'accompagne les parents et les enfants. Euh, Peut-être quelques points de précision. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Là, je vois vos commentaires. Je répondrai à toutes vos questions. Euh, Peut-être un petit point sur le coaching. Qu'est-ce que le coaching pour les enfants HPI? Je pense que c'est une question que vous devez vous poser. Comment ça se déroule? Alors, la méthode que j'ai développée et que j'ai avec ma collègue pour les adultes, il est très important quand on va vouloir faire du coaching, en fait, de pouvoir se rencontrer. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on va confier en fait nos questionnements, on va confier l'éducation de ses enfants ou même sa propre éducation ou son propre épanouissement à un inconnu. Et donc, il faut qu'au début, ça ne soit pas un inconnu. Donc, nous, notre approche, c'est de se rencontrer dans un entretien découverte ou à travers ce Facebook Live pour faire connaissance au moins et pour pouvoir poser déjà toutes les questions préalables. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ma situation? Euh, Est-ce que mes questions sont normales? Est-ce que vous avez des solutions pour moi? Donc, on se rencontre dans un entretien qu'on appelle un entretien découverte, qui dure jusqu'à 30 minutes, qui est sans engagement. Et là, on échange. Et puis, après, donc, on va proposer des séances de coaching. Donc, le coaching, ça se fait en visio maintenant, parce qu'on a cet outil formidable de pouvoir travailler à distance, et on évite tout ce qui est déplacement, d'être tout le temps à la salle d'attente et cabinet, qui peut parfois pour les enfants être un peu aussi, comment dire, intimidant. Donc on travaille le coaching en visio, voilà, pendant 1 heure. C'est euh, c'est très flexible en fait. On n'est pas obligé de rester 1 heure hein, quand il s'agit des enfants. Parfois, au bout d'un certain temps, ils me disent bon, ça suffit, j'en ai assez. Donc le coaching, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'apporte beaucoup d'informations quand même. Au début, c'est très important parce que la plus grande difficulté pour un HPI, euh, c'est pas d'être en mal-être. Son plus gros problème, c'est d'être ignorant. Voilà. Donc, on dit que le haut potentiel intellectuel, en fait, c'est un état d'ignorance actuel parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles ou que l'espace d'information sur Internet ou dans les médias est saturé d'informations qui sont parfois contradictoires, qui sont parfois des approximations, qui sont parfois même des contre-vérités, parce que c'est un sujet qui est tellement dans le fantasme, qui est tellement aussi dans l'immatériel, l'intangible, qu'on entend tout et n'importe quoi. On n'a rien prouvé par la science, on n'a rien de fixé dans le marbre pour l'instant. Donc, toutes les informations sont dans le vent et on essaye de piocher par-ci, par-là les informations qui peuvent nous correspondre. Donc, moi, j'essaye d'apporter de l'information. On apporte de l'information qui est un petit peu plus solide que ce qu'on peut lire sur Internet de ci, de là. Je sais que je passe une grosse séance en fait d'information sur les données qu'on a pu collecter, sont consolidées en fait. On se repose toujours la question hein, d'être toujours bien à la page sur les connaissances parce que c'est un sujet qui va avancer en fait, qui va être creusé pendant les dizaines d'années qui viennent. Donc on apporte beaucoup d'informations parce que quand on est HPI, eh ben, on manque d'informations sérieuses sur notre mode de fonctionnement. Euh, je sais que quand j'étais pas encore détecté sur le haut potentiel, je me posais beaucoup, beaucoup de questions sur ce que je ressentais, sur ma façon de voir le monde. Parfois, j'avais des réflexions qui surprenaient mon entourage, aussi bien personnel que professionnel, et ça me questionnait beaucoup. Et depuis que j'ai fait la détection, donc le test de QI, et que j'ai pris connaissance en fait de la façon dont le haut potentiel fonctionne, bah, du coup, ça me permet de mieux connaître mon fonctionnement et du coup d'être beaucoup plus à l'aise avec dans des situations qui parfois sont même cocasses où je me surprends de mes propres réactions individuelles. Donc, se connaître, savoir comment fonctionne son cerveau, parce que son cerveau fonctionne d'une façon assez spécifique, hein, de façon très intense, par exemple. Toutes les pensées sont intenses, sont foisonnantes. Je pense que là, vous découvrez rien. Hein. Vous savez que le cerveau, quand vous êtes à haut potentiel ou quand vous voyez votre enfant à haut potentiel, ben, le cerveau est particulièrement fourni de pensées, de réflexions, de questionnements, de doutes, de quête de sens, de logique, etc. Donc, ne serait-ce que ça, comprendre pourquoi ça a lieu, ça apaise considérablement la plupart des personnes que je rencontre, les enfants, les adultes, les parents. Donc, la première chose qu'on fait en coaching, c'est d'apporter beaucoup d'informations et de répondre à beaucoup de questions que ça suscite.
Et ensuite, on engage d'autres séances après. Alors là, on est dans deux possibilités sur le coaching. Donc, on peut continuer à répondre à des questions parce qu'au début, il faut débroussailler en fait tous ces doutes qui ont pu s'entasser durant des années. Les enfants qui ont des questions qu'ils n'ont jamais osé poser parce qu'ils pensaient que ça, personne ne pouvait y répondre ou ça n'intéressait personne, surtout pas à l'école, évidemment. Si vous posez des questions sur l'école, on aura sûrement de grands débats sur l'école, sur ma conception de l'école, parce que j'y ai travaillé, et aussi sur les difficultés que pose l'école française au potentiel intellectuel actuellement, dans certains cas, hein, parce qu'il y a des enfants qui s'en sortent de toute façon merveilleusement bien. Et donc les enfants posent des questions et ils trouvent face à eux un adulte qui est capable de leur répondre, qui ne juge pas, qui prend de la distance, qui est fiable. Et les parents aussi, bah, comme je vous disais tout à l'heure, les parents qui découvrent en fait qu'il y a un professionnel qui peut leur répondre. Donc il y a une séance de questions et les questions sont toujours très très nombreuses. Et on parle du pratique, on parle du quotidien, on parle des situations, on ne parle pas uniquement de la science et des connaissances. On parle beaucoup des situations. Les parents me posent des questions comme par exemple, bah, qu'est-ce que je dois faire avec mon enfant qui pique une grosse colère parce que je lui ai dit non. Une des rares fois où je lui dis non, parce que je pense que c'est pas bon pour lui. Là, il pique une grosse colère de frustration. Comment je gère ça avec mon enfant HPI? Je ne comprends pas pourquoi il se met en colère d'un seul coup. Donc ça, c'est des questions qui sont très fréquentes, hein. On peut y répondre en coaching, on peut y répondre sur les émotions, comprendre les émotions dues au potentiel intellectuel. C'est pas anodin du tout, hein. C'est des enfants et des adultes qui sont ultra sensibles, ultra sensibles. Et du coup, il y a une façon de les comprendre, une façon de travailler. Donc là, ça fait partie des questions sur lesquelles je réponds. Il y a aussi la question des devoirs. Très souvent, les enfants HPI ont de grosses difficultés à faire les devoirs. Ils n'ont aucun intérêt pour faire les devoirs. Ils rechignent. Parfois, c'est même la bataille, voire la guerre à la maison. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont impliquées dans les devoirs scolaires à la maison et qui tiennent absolument à faire les devoirs d'une certaine façon et que les devoirs soient bien faits parce que c'est la garantie d'un bon apprentissage et qu'il faut absolument se conformer aux attentes du système scolaire. Donc tout ça, on pourra en débattre aussi s'il y a des mamans qui me posent des questions. Pourquoi d'ailleurs c'est les femmes qui s'inquiètent davantage en proportion que les hommes sur le fait de faire les devoirs. Et les hommes aussi sont, eux, par contre, dans une vision de la scolarité qui est beaucoup plus dans la performance et la réussite. Ça, c'est très intéressant comme débat. Et donc, sur les devoirs, j'y reviens, très fréquemment, bah, les familles me posent la question, comment on fait pour faire les devoirs à un enfant HPI? Il révise quasiment pas, il mémorise pas, il fait les devoirs au dernier moment. Bon, il y a des tonnes de questions qui sont passionnantes et que moi j'ai étudié depuis des années maintenant que je fais ce travail. Donc les devoirs, c'est passionnant, c'est un terrain absolument enthousiasmant parce que c'est un terrain de bataille et il y a des clés et il y a des clés en coaching. On donne des clés absolument pour pouvoir faire en sorte que les devoirs, ça ne soit pas cette bataille dans les familles parce que ça va très très bien fonctionner pour les enfants. Donc en coaching, je réponds aussi à beaucoup de questions, on fait progresser, hein, c'est pas moi qui donne toutes les clés, mais on progresse ensemble avec certaines informations. Et la troisième chose, évidemment, c'est qu'en coaching, il y a des outils. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans la psychologie, donc quand on voit une psychologue, un psychothérapeute, il y a des outils, mais enfin moi personnellement, j'ai jamais vu un psychologue mettre en œuvre des outils pour faire avancer. C'est beaucoup de la discussion, de la prise de conscience, du recul, parfois de l'hypnose, hein, mais très peu d'outils. Par contre, dans le coaching, il y a de la discussion, de l'échange, de la prise de recul, prise de conscience, mais il y a aussi beaucoup d'outils et des outils extrêmement efficaces pour les profils à haut potentiel intellectuel. Et avec ma collègue, donc Christine Reyna, qui elle euh, s'occupe des adultes davantage, moi je m'occupe davantage des enfants et des familles, et ma collègue Christine s'occupe beaucoup des adultes. On a développé des outils de coaching qui sont extrêmement efficaces pour le haut potentiel intellectuel, pour avoir étudié en fait ce profil et pour avoir développé des outils qui existent, hein, mais qu'on a absolument adaptés en fait à ce profil. Ces outils de coaching sont très efficaces, vraiment très efficaces. Et donc on les met en œuvre selon la situation, on les adapte. Et donc dans la séance de coaching, on peut parfois mettre un outil en œuvre et là, on obtient beaucoup de réponses et là, on voit l'efficacité, hein, chez les personnes qu'on accompagne. Donc, ce coaching est vraiment efficace.
Ça me fait penser à une question que j'ai parfois à la fin des entretiens découvertes. Et c'est qu'on propose des forfaits de coaching. En fait, on n'est pas là à se voir de semaine en semaine ou une fois par quinzaine ou une fois par mois pendant 6 mois, un an. Je sais qu'il y a des clients qui m'ont parlé de coaching ou de psychothérapie qui durait depuis un an et demi, et ils n'avaient pas l'impression d'avancer. Donc, très bien, moi, je ne juge pas de l'efficacité des autres coachs. Mais en tout cas, quand on propose des forfaits qui vont de 3 à 9 heures en disant, bon, bah, en 6 9 heures, ça va être réglé. Les clients sont souvent surpris qu'on ne propose pas des séances sur 3 mois, 6 mois, des dizaines d'heures. Ben non, c'est parce qu'en fait, le coaching qu'on pratique, c'est un coaching efficace qui est particulièrement adapté au profil HPI, voilà, grâce aux outils, parce qu'on apporte des clés, parce qu'on a une très bonne connaissance, on s'est spécialisé complètement sur le haut potentiel intellectuel. Donc le coaching qu'on fait nous, il est très efficace. Voilà. Donc si ça vous intéresse, en fait, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Donc vous retrouverez sur le site Inclusive. Je vous mets je vous affiche le lien. Alors, normalement ça marche, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez trouver sur le site Inclusive le lien pour prendre rendez-vous. En bas de la première page, vous avez même l'agenda partagé. Vous pouvez choisir tout de suite votre créneau. Voilà pour ce qui est du coaching. Alors, peut-être vous donner quelques informations sur le haut potentiel intellectuel. Vous n'avez pas de questions, donc c'est moi qui vais poser des questions. Puis j'ai des questions qui m'ont été posées avant aussi, notamment sur l'épanouissement à la maison. Alors, l'épanouissement à la maison, c'est une question qui est délicate parce que en fait, il faut être juste à l'écoute de son enfant à haut potentiel. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de manuel du parent, mais il n'y a surtout pas l'annexe du parent à haut potentiel intellectuel. Donc l'idée, c'est de mieux connaître le fonctionnement du haut potentiel et de le faire avec du recul et avec toute la conscience de ce que ça signifie d'être parent. Donc l'épanouissement d'un enfant HPI, bah, c'est déjà de mieux le connaître, de le comprendre, parce que l'enjeu, c'est la communication tout à fait sincère, authentique et transparente avec l'enfant HPI. Le connaître, c'est savoir pourquoi il réagit comme ça et ce qui se passe dans sa tête à certains moments, et donc d'être capable en tant qu'adulte et de parent, de pouvoir rentrer en fait dans ce fonctionnement-là avec de l'empathie et pas juste d'être de son côté l'adulte qui regarde en tant qu'éducateur cet enfant et il ne correspond pas aux autres enfants. Je confirme, il est atypique, son fonctionnement cérébral est atypique, donc son comportement est atypique. Donc du coup, vous avez un enfant qui est atypique dans le sens où il ne correspond pas à ce que vous connaissez des autres. Et comme il ne correspond pas à ce que vous connaissez des autres, bah, vous ne pouvez pas appliquer les recettes des parents que vous connaissez, ou même de vos propres parents si vous n'avez pas été détecté. Donc du coup, le mieux, c'est de comprendre son fonctionnement et de rentrer dans une communication qui est une communication authentique. Authentique, sincère, véritable, transparente. Et c'est de dire ce que vous ressentez en premier en tant que parent, et d'appeler à l'enfant aussi à exprimer ce qu'il ressent et d'essayer de creuser à l'intérieur de son fonctionnement ce qu'il en comprend, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'il vous dit ça, pourquoi il a fait cette colère-là, pourquoi est-ce qu'il pleure, pourquoi est-ce qu'il est triste, ou pourquoi est-ce qu'il il a peur de la prochaine interro alors qu'il a toujours eu des bonnes notes, ou pourquoi il se pose beaucoup de questions sur la semaine prochaine, ou pourquoi ça barde avec tel ou tel prof. Voilà. Donc, l'idée, c'est la communication, que votre enfant soit capable de poser des mots sur ses ressentis. Ces ressentis sont multiples, sont profonds, sont intenses, sont complexes, parce que c'est un cerveau qui est complexe, qui est beaucoup dans la logique. Et il n'a pas toutes les clés, évidemment, pour pouvoir répondre. Mais l'aider à poser des mots, l'aider à explorer sa pensée, ses ressentis, son comportement, ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner à un parent, parce que du coup, en face, vous allez pouvoir faire pareil. Vous avez l'expérience, hein, vous êtes beaucoup plus âgé que lui. Donc vous avez toute l'expérience de vie, de votre propre jeunesse, votre propre enfance, de vos expériences, votre expertise. Donc du coup, vous confrontez dans la communication aussi vos propres ressentis, il faut être capable de le faire. Et à ce moment-là, vous êtes dans un véritable échange que moi j'appelle authentique et transparent. Vous n'êtes pas dans la posture, votre enfant n'est pas dans la posture. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil pour les parents pour aider votre enfant à s'épanouir. Ça va l'aider en fait à comprendre qu'il est exceptionnel, d'accord. Il a des capacités intellectuelles exceptionnelles. Il sent bien qu'il est hors de la norme,
d'accord? Il ne correspond pas en fait à la grande majorité des enfants qui voient autour de lui ou de ces attendus qu'il peut ressentir à l'école ou les relations qu'il voit que les autres entretiennent. Donc il sent bien qu'il est en décalage. Et donc ce qui va l'apaiser en fait, c'est de sentir que à la maison au moins il y a quelqu'un qui comprend. Il y a des parents qui l'aident à mieux se comprendre, etc. Et ça c'est très très important pour son épanouissement. C'est une clé très importante pour connaître son potentiel. L'autre chose aussi, c'est j'ai beaucoup de parents qui ont tendance à stimuler beaucoup les enfants parce ils voient dans les livres ou ils ont entendu quelque part, ou les psychologues, ou enfin ils regardent YouTube, les parents, vous avez l'impression qu'il faut stimuler constamment votre enfant. Il n'y a absolument pas besoin de le stimuler. Son cerveau s'en charge particulièrement bien. Et dans des domaines qui vous échappent, c'est pas toujours du savoir académique, hein. Il y a beaucoup d'enfants HPI qui sont, moi je sais, ils me disent, ils sont sur YouTube, ils gobent toutes les vidéos d'influenceurs, ils regardent des tutoriels, ils regardent des vidéos de faites-le vous-même constamment, enfin, ils absorbent constamment. Donc, c'est un cerveau en fait qui les stimule constamment. Là, à mon avis, le rôle d'un parent, c'est d'essayer d'orienter cette surstimulation vers quelque chose de constructif. Non pas que les vidéos YouTube ne le soient pas, hein, mais il y a du savoir de base, il y a du savoir académique qui permettent de construire en fait la connaissance, de construire l'intérêt et les passions. Et je pense que les parents peuvent orienter les enfants vers ce type de connaissances-là, ce type plutôt académique. Euh, Votre enfant a forcément une ou deux passions. On a tous des passions hein, dans la vie quand on était enfant. Moi, j'étais passionné par les inventions, je voulais devenir inventeur. Donc, je me passionnais par tout ce qui était un tout petit peu électronique, mécanique et surtout ce qui était innovant. Donc tous les enfants ont des passions. Et l'intérêt pour les parents, c'est donc de fournir de la matière dans cette passion-là, d'essayer d'approfondir aussi, on va y venir, cette connaissance-là, et aussi d'ouvrir le champ en fait, des connaissances, parce que on ne se spécialise pas quand on a 8 ans, quand on a 10 ans, quand on a 12 ans, on se spécialise bien plus tard quand on a 20, 25 ans. Donc quand on est enfant, en fait, on aime grignoter de tout. Hein. Sur le buffet de la connaissance, on a besoin de grignoter de tout. Donc le parent, il a, lui, la connaissance un peu plus large. Donc plutôt que de surstimuler, de stimuler en fait l'enfant, c'est de lui offrir voilà, une table pleine de connaissances, donc des livres, montrer un lien que vous avez cherché, votre propre connaissance, euh, peut-être montrer des livres qui vous ont passionné vous, encore une fois, d'être dans l'échange véritablement. Pour épanouir votre enfant, c'est pas de le stimuler, mais c'est de fournir un environnement qui lui permet de grignoter un peu de tout, parce que lui, il va avoir envie de manger de tout. Alors attention, parce que quand je dis ça, souvent j'ai des parents qui me disent bah non, il est dans son coin, il lit pas. Bon, la lecture, c'est aussi un autre débat qu'on pourra avoir. Il lit pas, il est tout le temps sur les écrans, on peut l'intéresser à rien. Bon, regardez bien si votre enfant ne s'intéresse à rien du tout, ce qui est très étonnant, il s'intéresse à ses propres champs à lui, peut-être qu'il est cynique, peut-être qu'il est un tout petit peu morose, euh, mais en tout cas, il s'intéresse absolument à des sujets qui sont les siens. Donc regardez bien, il va forcément s'intéresser à quelque chose. Donc allez dans son sens, hein, n'essayez pas d'en faire le génie que vous imaginez, parce que là vous projetez sur lui en fait une ambition qui est la vôtre, mais juste de fournir voilà, la nourriture intellectuelle qui va l'intéresser. Donc ça, pour l'épanouissement, c'est intéressant. Et puis alors, il va y avoir l'équilibre entre l'école et les loisirs, qui est un sujet aussi qui n'est pas évident à, à traiter. Alors, l'école est indispensable. L'école française pose un certain nombre de défis à l'enfant à haut potentiel, mais elle est indispensable. Euh, si on me posait la question de l'instruction en famille, eh bien, je vous dirais que c'est une solution tout à fait intéressante sous certaines conditions. Je ne suis pas réticent hein, du tout à l'instruction en famille. Toutes les personnes qui disent oui, mais l'instruction en famille, l'école à la maison, ça ne permet pas de se socialiser, c'est absolument faux. On se socialise différemment et pas du tout en étant avec des petits camarades dans une cour de récréation, je suis d'accord. On n'est pas du tout dans une salle de classe à devoir gérer tous les défis d'influence de critique et de harcèlement dans la classe, je suis d'accord aussi, mais on se socialise quand même, puisque on n'est pas enfermé dans une cage à devoir apprendre avec des livres. Donc l'instruction en famille, ce n'est pas un problème de socialisation, mais il y a des conditions, on en débattra peut-être à un autre moment si la question vient. Donc,
l'équilibre entre la scolarité et les loisirs. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que l'enfant, enfin, il ne faut pas, attention, pas d'injonction, mais il faut être conscient en fait que un enfant HPI n'est pas heureux quand il apprend constamment. Constamment, c'est faux. Il est heureux aussi quand il développe sa créativité, il développe son corps aussi, il développe l'interaction dans des activités qui sont ou avec d'autres ou mise au défi en dehors de toute connaissance académique. C'est pas du tout des bêtes de somme pour en devenir des petits génies avec la représentation qu'on en a dans les films. Un enfant HPI, il a besoin d'équilibrer l'apprentissage et sa performance d'apprentissage qui est toujours très élevée, là où son perfectionnisme aussi va s'exprimer très fortement, et avec des activités qui sont des activités à bas niveau intellectuel, l'écriture, enfin le dessin, la peinture, la musique, pour le plaisir, hein, pas devenir non plus le futur Klederman, qui est un pianiste très connu pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais en tout cas, il faut équilibrer pour qu'un enfant à la maison il s'épanouisse. Il faut équilibrer les moments d'apprentissage, de performance scolaire, et les moments où on se détend, on fait autre chose, on fait rien. D'ailleurs, le cerveau HPI a besoin de moments à bas niveau, de moments où il souffle, hein, de moments où il est en refroidissement, un peu comme un moteur qui est tout le temps en sur-régime ou un régime très élevé, il a besoin de refroidir. Hein. Il n'y a pas de liquide de refroidissement connu dans le cerveau du HPI. Ou j'aime bien toujours le guépard qui est tout le temps à courir très très vite. Hein. C'est l'animal, c'est le quadrupède le plus rapide, mais qui évidemment derrière dort parce qu'il faut se reposer de cette pointe de vitesse. Donc, le cerveau du HPI, c'est pareil, c'est une belle machine en fait organique qui fonctionne à très haut niveau mais qui a besoin de se reposer. Donc chez les enfants, il faut qu'on accepte aussi quand on est parent qu'il y a des moments off, quoi, des moments de rien et des moments qui peuvent durer toute une journée, hein, 1 ou 2 jours, il fait rien, voilà. Ça me fait penser, j'ai aussi beaucoup de parents qui sont inquiets pour le sommeil. Donc je fais une petite parenthèse, mais je pense que c'est un sujet qui intéressera tous les spectateurs qui verront cette vidéo ou qui sont là. Le sommeil pour le HPI, c'est une question très importante, hein. Pas que pour les enfants, pour les adultes aussi. Je suis sûr que si vous êtes à haut potentiel ou que vous avez des enfants HPI, c'est une question qui vous préoccupe, qui vous taraude. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat du sommeil, mais par contre, je voudrais juste dire une chose sur les enfants. Euh, le sommeil chez le HPI n'est pas du tout construit, enfin, il fonctionne d'une façon différente du sommeil des personnes qui sont neurotypiques. Les phases de repos, véritablement, hein, sont totalement différentes. Elles sont plus efficaces mais plus courtes. Donc, ça veut dire que le sommeil est différent. Et on a des enfants HPI qui s'endorment tard et qui ont du mal à être bien reposés. Et parfois, ils récupèrent le week-end. Je sais que moi, j'ai des enfants qui font ça. Ils récupèrent le week-end sur des plages de sommeil qui sont très larges, jusqu'à 10-12 heures. D'accord. C'est pas que du sommeil, d'accord, c'est aussi du repos cérébral. Donc on est dans le lit, on dort peut-être avec du sommeil paradoxal, mais au moins on est au repos, le corps est au repos et le cerveau est au repos. Donc c'est encore une fois adapté à chaque situation familiale, chaque situation d'enfant, d'accord, il n'y a pas de il n'y a pas de règles gravées dans le marbre, mais il faut qu'on y réfléchisse. Le sommeil des enfants HPI, le sommeil des HPI, c'est pas un sommeil typique, d'accord. Euh, Ça, pour l'épanouissement de l'enfant, il faut aussi qu'on se détende, je pense, en tant que parent, il doit dormir à 10 heures et il doit absolument dormir 8 heures, 9 heures uniquement. Il faut se lever parce que le matin, c'est important, etc. On a un enfant, son fonctionnement est atypique, c'est un enfant qui est atypique et tous les aspects de sa vie peuvent être atypiques, y compris le sommeil. Donc un enfant qui va dormir toute la matinée, c'est à vous de voir dans votre organisation de famille, c'est à vous de voir dans la façon dont vous voulez éduquer vos enfants, mais en soi, ce n'est pas trop non plus une anomalie ni un problème particulier. Donc pour en revenir sur l'épanouissement des enfants, puisqu'on parlait de ça depuis tout à l'heure, quelques conseils sur comment favoriser l'épanouissement d'un enfant HPI à la maison. Donc je vous résume un tout petit peu ce que je vous disais. Donc la communication, c'est véritablement le plus important, hein. Un parent qui est dans la communication, dans l'empathie, authentique, transparent, sincère, ne pas stimuler les enfants inutilement parce qu'ils se stimulent tout seuls. Donc, c'est de fournir ce que j'ai appelé tout à l'heure le buffet de la connaissance. Et je vois Christine
a bien aimé cette métaphore. Le buffet de la connaissance, hein, c'est véritablement, voilà, il est possible de grignoter de tout. Donc, le rôle du parent, c'est de fournir toutes les nourritures qui sont intéressantes pour l'enfant et pour le parent aussi. Et la troisième chose, c'est d'équilibrer correctement les apprentissages, la scolarité, tout ce qui est l'académique, le scolaire, et les temps un peu plus libres de créativité, de rien aussi. On a le droit d'avoir une activité rien quand on est au potentiel intellectuel, parce que franchement, le cerveau ne connaît pas trop de phases de rien, donc c'est pas mal quand on fait du rien ou qu'on a trouvé une activité qui nous permet de pas trop penser ou pas trop performer au niveau intellectuel. C'est bien de permettre à l'enfant d'avoir des phases de rien, des phases plus basses, de basse intensité, de créativité, sans forcément être dans la production, sans être dans la performance, sans être dans le perfectionnisme. Voilà, donc quelques conseils peut-être qui vous auront intéressé sur ce Facebook Live concernant l'épanouissement des enfants. Il y a tellement d'autres sujets qu'on pourra voir que ça sera intéressant que vous posiez vos questions. Alors, on est à 45 minutes de ce premier Facebook Live. Il n'y a pas eu de questions particulièrement, donc ça veut dire que peut-être j'ai réussi à être intéressant. À partir de là, donc, si vous êtes intéressé, que vous avez vu ce Facebook Live, donc je vous ai parlé du coaching, je vous ai dit comment ça se passait. La phase d'après, donc après ce Facebook Live, si vous êtes intéressé de toute façon pour me rencontrer, pour échanger de nouveau, comment vous pouvez faire? Donc vous allez sur le site inclusive.fr avec un Z, et comme vous êtes sur la page Facebook, donc vous savez très bien comment ça s'écrit, le site inclusive.fr où vous allez retrouver des informations sur le coaching, vous allez retrouver des informations sur le haut potentiel intellectuel, vous allez retrouver dans la partie blog beaucoup d'articles que j'essaye d'écrire sur des sujets qui intéressent les parents, mais qui intéressent aussi le haut potentiel intellectuel, notamment, là c'est un petit peu plus pour les adultes, une série d'articles sur le retrait émotionnel, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, hein, qui touche les adultes, surtout les hommes, on dirait statistiquement, mais aussi les enfants, le retrait émotionnel. On en reparlera, je vais écrire un autre article très bientôt sur ça. Et aussi sur la scolarité, évidemment, sur le harcèlement. C'est un sujet très intéressant. Il sera intéressant de répondre à des questions sur le harcèlement. Donc sur le blog de ce site, vous avez plein d'articles. Vous avez aussi, j'ai écrit un certain nombre de fiches pratiques que vous retrouvez du côté boutique au niveau des publications. C'est des fiches qui vous permettent d'avoir de la connaissance et des conseils sur des sujets différents comme l'année de 5e au collège, le cyberharcèlement. Vous avez également est-ce que mon enfant est HPI, donc ça c'était intéressant. Et puis un petit résumé, le kit du parent HPI, ça c'est du côté des fiches pratiques. Et la dernière chose, c'est que vous allez retrouver au niveau des prestations donc une page qui s'appelle test. Alors attention, ce n'est pas un test de détection du QI, encore une fois. En France, la détection du QI, c'est un test de détection du HPI, c'est un test de QI fait avec des psychologues qui sont formés pour ça. Très important. Par contre, vous allez retrouver au niveau du site des tests plus sociologiques. Donc, vous avez 3 tests. Le premier test, c'est est-ce que j'ai un HPI potentiel? Donc, vous allez répondre à un certain nombre de questions. Ça n'est pas une détection officielle, c'est une petite indication, encore une fois. Mais elle se base, cette détection se base sur les travaux de Monique de Kermadec, qui n'est pas n'importe qui non plus en termes de psychologue du HPI, qui a apporté des caractéristiques. Donc vous allez voir si ces caractéristiques en fait vous concernent, si vous vous sentez proche de ces caractéristiques-là, et vous obtenez un pourcentage de compatibilité. Encore une fois, ce n'est pas une détection officielle, ça vous donne des indications. Mais pas pour les enfants, hein, pas avant 13 ou 14 ans. Hein. Ce test, si vous êtes intéressé pour avoir un questionnaire qui vous permet de détecter le HPI d'un enfant, vous me contactez parce que j'ai un outil qui vient d'un autre psychologue. Mais là, ce test sur le site, c'est véritablement une première indication. Et vous allez avoir 2 autres tests aussi sur le canal de mémorisation, parce que c'est un sujet intéressant pour le haut potentiel intellectuel de savoir comment on mémorise les choses. C'est très efficace pour les enfants surtout, hein, c'est un outil que j'ai mis là pour les enfants. Et puis, il y a ce syndrome de l'imposteur, le fait de douter constamment de sa légitimité. Vous avez un petit test sur le site Inclusive sur est-ce que vous êtes concerné par le syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc vous avez toutes ces ressources-là qui sont sur le site. Et encore une fois, si vous souhaitez qu'on se rencontre, eh bien, vous avez
la possibilité de prendre rendez-vous dans mon agenda partagé. Voilà. C'est l'occasion aussi de vous dire si vous êtes intéressé par du coaching d'adulte, parce que moi je suis plutôt enfant et parent. Donc sur le site, vous trouverez également le lien pour aller vers le site de ma collègue, donc Christine Reyna, qui elle a un cabinet de coaching, d'accompagnement pour les adultes qui s'appelle Calena Consulting. Donc vous trouverez également des informations, vous trouverez le lien. Vous avez également au niveau de des prestations, sur la page prestations de mon site, vous avez le lien aussi pour prendre rendez-vous avec elle. Sinon, vous me contactez aussi pour pouvoir la rencontrer. Voilà. Donc on est là pour vous accompagner sur le HPI. Donc je suis presque au bout d'une heure. Et en tout cas, merci aux quelques spectateurs que j'ai vus passer. Visiblement, Christine était là durant toute l'heure. Et on refera un autre Facebook Live très bientôt, je pense le mois prochain, en juin. Retrouvez-nous, donc vous pouvez visionner celui-là. Retrouvez-nous pour le prochain Facebook Live. Envoyez des questions si vous souhaitez que je les traite dans une prochaine vidéo. Et j'espère avoir déjà apporté un certain nombre de réponses. Donc merci pour ce visionnage, merci pour les personnes qui sont passées. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Bye bye.